Les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo, en train de jouer à des jeux extrêmement violents, et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle. Un écran peut vite vous rendre accro et vous faire perdre les réalités de la vie quotidienne. L'addiction à la vidéo, plus précisément aux jeux vidéo, était au cœur d'un débat. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Tout ça, on l'a entendu des dizaines et des dizaines de fois. Et des dizaines de fois encore, on a prouvé que c'était faux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà des préjugés qui sont véhiculés par les médias, c'est quelque chose qu'on entend à notre échelle tous les jours. Peut-être que comme moi, vous avez des proches ou des collègues qui vous ont déjà fait des remarques maladroites, voire même carrément déplacées, sur votre consommation de jeux vidéo. Peut-être qu'on vous a déjà répété que trop jouer allait nuire à votre avenir, voire même à votre santé. Et vous savez quoi ? On va leur prouver que dans certains cas, ça peut être vrai, que majoritairement, ils ont tort. Car en fait, le jeu vidéo soigne. Quand je dis que le jeu vidéo soigne, vous devinez, c'est pas un médicament miracle. On va pas remplacer des années et des années de recherche en médecine par une partie de Fortnite. Même si un top 1, ça fait du bien au moral. Il faut le voir comme un complément à la médecine. On va ajouter à des thérapies, ou des traitements, des séances de jeu. Et ces séances, elles vont venir améliorer le traitement, vont remplacer certaines parties qui sont plutôt rébarbatives. Oui, car bouger son bras dans le vide, seul, dans une pièce blanche, pendant des heures pour récupérer un petit peu de mobilité, ça peut vite devenir chiant. Et non, la thérapie par le jeu vidéo, déjà, c'est pas une lubie. C'est pas quelque chose de nouveau. Pour faire une petite parenthèse historique, la première utilisation documentée du jeu vidéo en thérapie, elle date de 1984. C'est un psychothérapeute américain, D.H. Allen, qui s'est servi de Mario Bros pour traiter un jeune patient atteint d'anxiété. Ce qui est cool, c'est qu'il a essayé de théoriser, documenter son expérience dans un article de recherche. The Use of Computer Fantasy Games in Child Therapy. Littéralement, l'utilisation des jeux vidéo fantasy dans la thérapie de l'enfant. En France, et après, promis, je ferme la parenthèse, le cas le plus connu, il remonte à 1996, où François Lespinasse, psychothérapeute, et José Pérez, infirmier, ont créé l'atelier Nintendo. C'était un atelier thérapeutique qui s'appuyait sur Super Mario Bros 2 et 3 pour venir en aide à des jeunes enfants psychotiques. Donc déjà on pose les bases. On voit que c'est pas une mode, et surtout que ça a déjà été utilisé et étudié par des chercheurs et des professionnels de santé. Heureusement depuis cette époque, on va le voir ensemble, on a beaucoup évolué, avec des jeux qui ont été créés spécifiquement pour la guérison, pour le diagnostic et même la prévention. Prenons d'abord quelques exemples avec les jeux dédiés à la guérison. Voracifiche. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un AVC? Un accident vasculaire cérébral. Pour faire simple, c'est quand la circulation sanguine du cerveau est coupée, à cause d'un réseau sanguin bouché ou rompu. Forcément, si c'est pris en charge trop tard, ça peut entraîner des séquelles physiques et psychologiques, voire même un game over. Parmi ces séquelles, on a parfois la perte d'usage de membres. Il y a donc beaucoup de rééducation à faire pour récupérer l'usage de ces membres, et c'est pas souvent fait. C'est là qu'interviennent les développeurs français, Cocorico, de Genius Healthcare. Ils ont créé le jeu Voracifiche en 2012 pour aider à la rééducation des personnes ayant fait un AVC. Dans ce jeu, on incarne un poisson, le vorace, qui doit manger d'autres petits poissons. Ça se joue en solo ou en multijoueur, avec une tablette graphique ou un capteur de mouvement. Le but d'un tel jeu, c'est de cibler surtout la rééducation des membres supérieurs, grosso modo les bras. Mine de rien, le fait de faire des actions avec la tablette et le capteur de mouvement, en essayant de manger plein de petits poissons, ça revient à faire des mouvements qui sont semblables aux mouvements de rééducation. Et on a même un côté compétitif, qui permet d'être encore plus motivé grâce au mode multijoueur. Forcément, c'est génial, car c'est moins lassant qu'une séance de rééducation classique, et ça permet aux patients de se rééduquer seuls, en remplacement, complément de certaines séances de rééducation, grâce aux règles imposées par le jeu. Et dernier petit truc cool, le jeu lui-même il produit de la stat, qui permet aux équipes médicales de suivre l'évolution du patient, et de s'adapter à ses besoins. Virtual IRAC. Avec Virtual IRAC, en 2008, on s'attaque à un autre problème, les PTSD, ou en français, le syndrome de stress post-traumatique. C'est un état qui est développé en raison d'un stress intense et traumatisant. Par exemple, on le voit souvent chez des soldats qui rentrent de zones de conflit. La méthode classique pour atténuer les symptômes du PTSD, c'est la thérapie par exposition. Par cette méthode, on essaie de faire revivre de façon modérée des moments traumatisants au patient. Le fait d'être exposé comme ça permettrait un déblocage dans la psyché du patient afin de l'aider à combattre les symptômes du stress post-traumatique. J'espère pas trop prendre de liberté sur cette explication, je laisse les spécialistes me corriger bien sûr. Le but de Virtual IRAC, qui a été créé par Albert Skip Rizzo de l'Université de Californie du Sud, c'est d'aller un peu plus loin et de proposer une reconstitution en réalité virtuelle. L'idée c'est de lier au patient une imagerie encore plus forte pour l'aider à aller encore plus loin dans sa récupération. Ce qu'ont observé les chercheurs, c'est que dans le cas où la méthode classique n'avait pas réussi à aider les patients, le fait d'être exposé à la réalité virtuelle leur a permis d'avoir des résultats très encourageants.
SnowWorld. On a vu 2 exemples de traitement, l'un du côté physique, l'autre du côté psychologique. On a aussi des jeux qui ne sont pas vraiment des traitements, mais qui vont aider le soin du côté à la fois du patient et du personnel soignant. Je prends le cas de SnowWorld, développé en 2003 par le Heat Lab de l'Université de Washington. C'est un jeu où on se retrouve dans un monde rempli de neige, où le seul but est de tirer des boules de neige à la gueule de bonhommes de neige et de pingouins. Tout ça via un casque vert. Si on s'en tient à ça, c'est un peu ridicule. Mais il faut avoir en tête que ce jeu il est dédié à un type de patient particulier, les grands brûlés. Et son but, c'est d'aider à supporter la douleur pendant le changement des bandages. Je m'explique. Déjà une brûlure, c'est une douleur constante. Lorsqu'on va vouloir changer vos bandages, ça va être encore pire. Le fait de projeter un environnement glacial en opposition à ce sentiment de brûlure va permettre de jouer un tour de passe-passe au cerveau. On fait croire visuellement et auditivement que la personne est dans un monde gelé, entouré de pingouins. Ça s'oppose totalement à sa sensation de brûlure, et ce simple tour fait en sorte que les patients ressentent moins les douleurs de brûlure. Ils sont donc moins agités pendant les soins, et ça facilite grandement le travail des soignants, mais aussi leur confort. Digrush. Vous allez me dire, la plupart des jeux cités, pour l'instant, ils viennent d'universitaires ou de petites sociétés inconnues. Donc il n'y a aucun géant du secteur qui s'y intéressait? Si, il y a Ubisoft, qui serait en train de développer, en partenariat avec une société nommée Ambliotech, un jeu pour combattre l'amblyopie. Bon, encore un terme compliqué, mais l'amblyopie, c'est le syndrome de l'œil fainéant. C'est une anomalie de naissance qui fait que un des 2 yeux voit beaucoup moins bien que l'autre. Pour vous situer le truc, quand vous étiez petit, vous aviez peut-être un camarade de classe qui portait un patch. Le but était de cacher son œil dominant pour inciter son œil fainéant à essayer de voir mieux. Et cette méthode, elle fonctionne très bien, car notre vue à 7 ans n'est pas encore stable, et peut être corrigée de cette manière. Donc le patch en vrai c'est très efficace, mais il y a 2 problèmes. Déjà l'utilisation d'un patch, c'est pas forcément très confortable, ça peut entraîner des mangeaisons, voire des conjonctivites. Mais surtout, en primaire, tu te faisais souvent railler parce que t'étais un peu le cyclope de la classe. Ça les enfants, ça les aide pas trop dans leur développement. Donc Digrush, ça pourrait être une révolution dans le traitement de cette maladie. Dans le jeu, on incarne des taupes qui vont évoluer dans un environnement en noir et blanc, avec des décors rouges et bleus. Pourquoi ces couleurs ? Car les développeurs ils ont voulu aller encore plus loin que l'usage du patch et permettre aux patients d'entraîner leurs 2 yeux en même temps. On n'entraîne pas seulement l'œil fainéant, mais aussi l'œil capable, et on s'adapte à la vision de l'un ou de l'autre. Et ce, grâce aux couleurs. Car le principe d'avoir du bleu et du rouge permet d'avoir des lunettes stéréoscopiques. Pour les plus anciens, c'est les lunettes 3D qu'on avait dans les DVD avec un verre bleu et un verre rouge. Avec ça, les chercheurs peuvent paramétrer l'œil qui va voir le bleu et l'œil qui va voir le rouge de façon indépendante. Parce que le vert agit comme un filtre qui va garder seulement visible une seule couleur sur les 2 pour chacun des yeux. Le top, c'est qu'en fonction des scores et de la réactivité du joueur, le médecin il peut observer en temps réel les progressions du patient, avoir une vision complémentaire sur ses analyses. Il faut noter que ce jeu, malgré des grands effets d'annonce entre 2015 et 2017, il serait toujours en développement, et même si la société Ambliotech elle a été rachetée par Novartis en 2020. Ubisoft, sérieusement, vous allez pas nous faire un second Skull and Bones quand même. Je vous ai dit que le jeu vidéo il soignait et qu'il faisait aussi bien plus. Est-ce que vous connaissez l'expression « il vaut mieux prévenir que guérir » ? Eh bien le jeu vidéo il fait ça aussi. Et rien que pour cette punchline, à votre place, moi je m'abonnerai. Si HeroQuest. Bon, c'est un jeu en VR mais aussi sur smartphone qui a été conçu entre autres par Alzheimer's Research UK. Vous l'aurez compris, ça concerne Alzheimer. Cette fois-ci, c'est pas pour faire du traitement, mais pour faire de la prévention. Dans Si HeroQuest, on va jouer un bateau, et on va devoir se repérer dans un environnement en 3D et rejoindre différents points d'intérêt. Ensuite, en fonction de nos capacités à se repérer dans le jeu, et nos réponses à des questions sur notre aventure, on va obtenir un score. Tout cela va être analysé par des chercheurs, et ces chercheurs se sont rendus compte que les personnes qui ont le moins bien performé, ils ont une plus grande chance d'avoir un gène, le gène APOE4. Et ce gène, il multiplie par 3 le risque d'avoir un jour la maladie d'Alzheimer. Une pierre deux coups, le jeu il a permis à la fois de faire du dépistage et d'affiner les techniques de recherche en médecine pour identifier les malades d'Alzheimer. Et tout ça, grâce à un test mené à grande échelle, grâce à ses 4 millions d'utilisateurs. Petit disclaimer, le jeu est toujours disponible sur les stores, cependant on ne peut plus y jouer. Il est verrouillé à l'usage unique des chercheurs et on espère qu'un jour il sera de nouveau disponible au grand public. Brume. Brume, c'est un jeu qui a été édité en 2018 par le studio Tralalaire, qui est un studio parisien, donc encore une fois, Cocorico. Et ce jeu, il est destiné aux enfants primaires qui sont atteints d'un double 10, la dyslexie ou la dyspraxie par exemple. Donc c'est réparti entre 6 mini-jeux qui vont faire travailler tour à tour la motricité, le sens du rythme et la planification. Ce jeu, il a 2 buts, faire en sorte que les enfants eux-mêmes puissent faire des exercices qui vont les aider dans leur trouble 10, mais aussi permettre à des professionnels de santé ou des professeurs de repérer de potentiels troubles chez les enfants. Si vous êtes curieux, ce jeu-là, il est disponible sur tous les stores.
sur mobile, et vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous allez vous rendre compte que la DA est superbe, et attention, je vous vois venir, les exercices sont faciles, car ce sont pour des enfants atteints d'un trouble 10, qui ont moins de 7 ans. Alors les tryharders, on y va doucement. Yo, c'est moi du futur. Je me mets une petite parenthèse ici, puisqu'en faisant les recherches des images pour illustrer Brume, je me suis rendu compte qu'il y a eu un écart important entre les premières images montrées entre 2017 et 2019 et l'application telle qu'elle est aujourd'hui. On se rend compte que tout le côté préventif, qui malheureusement était le sujet de cette partie, est peut-être passé à la trappe. Par contre, ça reste une très belle application, avec une très jolie DA, mais réduisez un peu vos attentes. Foldit. Avec ce jeu créé en 2008 par l'université de Washington, on arrive carrément sur le sujet de la recherche de pointe. C'est un jeu qui a été créé pour aider de façon participative la recherche. Le principe, c'est que des chercheurs vont soumettre des problématiques à la communauté de joueurs sur le sujet du repliement des protéines. Et la communauté, elle va tenter de trouver une réponse en suivant uniquement les règles du jeu et leur imagination. Alors bien sûr, les théories les plus plausibles qui en ressortent, elles sont testées par des chercheurs pour en valider la possibilité. Et n'étant ni biologiste ni physicien, j'aurais du mal à vous vulgariser ça plus, donc on va prendre un exemple. En 2011, la communauté de Foldit a réussi un exploit en 2 semaines. Trouver une enzyme responsable de la transmission du VIH chez le singe. Il faut avoir en tête que cet exploit, avant d'être soumis à la communauté, il a été l'objet de recherche pendant 15 ans auprès des chercheurs de la maladie. Ils ont cherché pendant 15 ans et la communauté a trouvé en 2 semaines. Donc ils ont littéralement ratio les chercheurs, et par extension, ils ont apporté, par leur aide, une avancée majeure de la compréhension du virus du sida et peut-être des futures pistes pour son traitement. Plus largement, grâce à Foldit, il y a des milliers de personnes qui travaillent sur des énigmes scientifiques qui n'ont pas encore été résolues. Et ce qui est très fort, c'est que la plupart de ces joueurs, ils n'ont pas de formation scientifique. Mais grâce aux règles du jeu et à leur pratique intensive, ils finissent par développer des réflexes, qui rencontrent des experts du sujet du repliement de la protéine. Pour les chercheurs, c'est une aubaine, car ils considèrent que cette communauté, toute cette créativité humaine, c'est un super complément à leur protocole de recherche standard. Ça leur permet d'aller encore plus loin dans leur recherche, étant accompagnés de milliers de personnes constamment à travers le globe. Bon, je vais pas tirer plus là-dessus car il y a des milliers de jeux qui ont été créés pour la santé. Et forcément, j'ai choisi ceux qui étaient le plus documentés pour que vous ayez une vidéo un peu sympa. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous êtes curieux, je vais vous mettre quelques liens dans la description pour pouvoir aller un peu plus loin, voir d'autres exemples et vous familiariser avec le sujet. Si on revient en arrière jusqu'à l'intro, on a aussi parlé de jeux qui à l'origine ne sont pas faits pour faire de la thérapie ou du soin, mais qui ont été utilisés et détournés pour en faire. Il y en a eu beaucoup, donc on va faire un passage très rapide là-dessus, pour pas que je vous assomme avec tous mes exemples. La Wii-thérapie. Déjà, c'est un terme utilisé, et je l'ai pas inventé. C'est le principe d'utiliser une Nintendo Wii dans la rééducation ou dans la remise en forme. On est donc plutôt du côté santé physique. C'est notamment utilisé dans les EHPAD pour les personnes âgées. Car grâce aux manettes et aux capteurs de mouvement, on va solliciter l'activité cérébrale et physique des personnes. Et vous le devinez sûrement, c'est surtout basé sur Wii Sport, qui était le jeu vendu directement avec la console. C'est un outil très sympa, car ça prend peu de place, ça permet de faire une pratique douce du sport, avec le moins d'inconvénients possible. Évidemment, le design épuré et la prise en main facile, ça aide beaucoup. Ça permet à des générations qui n'ont pas du tout l'habitude des jeux vidéo de vite apprendre à s'en servir. Bon, les exemples de Wii Therapy, ils sont très nombreux à travers le globe, et on observe un impact positif sur le physique et le moral de ceux qui le font. Et de cet engouement, d'autres jeux Nintendo qui ont découlé, avec Wii Fit et le Wii Balance Board, qui aura un usage encore plus marqué en matière de rééducation grâce aux capteurs dans la balance, ou maintenant, plus récemment, Ring Fit Adventure, disponible sur Switch. Les jeux de rôle. Du côté de la santé mentale, on a les jeux de rôle. Dans de nombreux cas, des psychiatres, des psychothérapeutes vont se servir des jeux de rôle, en tout cas des jeux avec des composants de jeux de rôle, pour étudier un patient et ses réflexes, ses actions. L'idée, c'est de se servir de l'avatar dans le jeu de rôle, comme un intermédiaire entre le patient et des situations complexes. Et le jeu de départ, il importe peu finalement. On peut être sur du medieval fantasy avec du Fable, ou quelque chose de plus moderne, avec du GTA, et j'en passe. Le choix du jeu, il va dépendre du soignant, du patient et de son trouble. Il n'y a pas vraiment de vérité générale, et le but est de trouver le bon jeu pour le bon patient, la bonne thérapie. Donc en se servant d'un jeu vidéo, le thérapeute il trouve un moyen détourné de créer du lien avec le patient, de dialoguer avec lui. Et il peut étudier donc ses réactions dans un environnement contrôlé et sécurisé, car le jeu n'a pas d'impact direct, parce que l'impact est subi par l'avatar et non par la personne qui va faire les actions. Pour le patient c'est super, car c'est un environnement amusant qui rend l'exercice beaucoup moins difficile. Et par extension, on voit que cette pratique, elle s'ouvre vers d'autres genres de jeux, pas uniquement le RPG. Bon, on va surtout cibler des jeux qui impliquent des choix, de la réflexion ou des émotions. Donc on comprend que les jeux les plus utilisés peuvent être les jeux narratifs, les jeux de réflexion ou les jeux de gestion. Donc avec tout ça, entre les jeux créés pour la santé et les jeux détournés pour la santé, on a un panorama immense. Même avec ça, on n'en est encore qu'au début. Et les dernières évolutions du marché,
elle montre une professionnalisation et une évolution encore plus conséquente de la thérapie vidéoludique. Endeavor RX. Pour vous montrer à quel point on avance, en 2019, le jeu Endeavor RX devient le premier jeu à la vente sur ordonnance aux États-Unis. Ça veut dire que c'est le premier jeu à avoir reçu l'autorisation de la FDA, la Food and Drugs Administration, qui s'occupe d'autoriser les produits alimentaires et les médicaments sur le marché américain, pour être commercialisé en tant que médicament. Ça veut dire qu'Endeavor RX est prescrit par des médecins. Pour préciser, ce jeu, il a été développé pour répondre à des problèmes de TDAH, qui est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou aussi appelé ADHD. Le but, c'est de contrôler un alien sur un overboard qui doit ramasser des objets et éviter des obstacles. Pour vous, ça ressemble un peu à un Temple Run ou à un Subway Surfers. L'intérêt, c'est que ce jeu, qui va nécessiter réaction et concentration, il permet de réduire significativement, en 4 semaines, le déficit de l'attention. Odyssite. La reconnaissance des jeux vidéo comme médicament, comme prescription, ce n'est pas qu'aux États-Unis. Odyssite, c'est le premier jeu vidéo à être prescrit en France sur ordonnance par des ophtalmologistes, et qui est remboursé par la sécurité sociale. Dans ce jeu, on doit résoudre plusieurs énigmes, des puzzles, sur le thème de la vision. Et le médecin, il reçoit en temps réel les réponses des patients. Il peut s'en servir pour affiner son diagnostic entre 2 séances d'ophtalmologie. Et petit plus pour inciter à l'utilisation, lorsque vous faites les exercices visuels, gagnez des points pour débloquer des puzzles un peu plus amusants, toujours sur le thème de la vue, et donc ça vous incite à avoir un objectif. Faut bien garder en tête que cette vidéo, elle effleure le haut de l'iceberg. Si vous connaissez le milieu, vous avez sûrement remarqué que j'ai exclu volontairement les serious games. Les serious games, ce sont des jeux qui sont d'abord créés avec un objectif pédagogique, informatif ou technique, et qui vont mettre le divertissement au second plan, voire même au dernier plan. Pour les jeux proposés ici, j'ai voulu prendre des exemples qui savent joindre l'utile et l'agréable. Des jeux qui apportent un effet thérapeutique, médical, tout en soignant le game design et le gameplay. Pour ma part, je pense que les serious games ont une réelle utilité, mais leur gameplay, leur game design sont vraiment indigestes. Et à cause de ça, je peux pas vraiment les considérer comme un jeu vidéo. Il y aurait même carrément une vidéo entière à faire là-dessus, sur leurs avantages et leurs inconvénients. Pour finir, on en est qu'aux prémices de la thérapie vidéoludique. On l'a vu, ce qui a commencé par des tests sur des jeux normaux, c'est peu à peu professionnalisé. Depuis ces dernières années, on a des initiatives qui viennent de gros éditeurs comme Ubisoft. On a aussi l'exemple de Medimove, qui a été créé en 2016 et qui est une plateforme pour les jeux vidéo thérapeutiques. C'est une sorte de Steam avec des jeux qui ont été créés avec des chercheurs et des professionnels de santé. On a aussi l'exemple de Deepwell DTX qui a été créé en 2022 et qui ambitionne de devenir le premier grand studio à développer et éditer uniquement des jeux vidéo thérapeutiques. Et avec tout ça, plus toutes les recherches scientifiques qui viennent peu à peu légitimer la place du jeu vidéo dans la santé, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer.